Merci beaucoup pour cette bonne introduction, d'ailleurs, au prochain topo, prochaine conférence, qui sera donnée par Marie-Angèle Hermite, qui est à la fois une spécialiste du droit, mais aussi une spécialiste du vivant, et qui, justement, étudie les questions que les modifications du vivant, ou pas seulement le vivant, d'ailleurs, elle s'intéresse aussi à toutes sortes de modifications qui sont liées à l'avancée des sciences et technologies, posent au droit, posent à la société. Et donc, je vous conseille de lire son dernier ouvrage qui est paru en 2016 et qui s'appelle « L'emprise des droits intellectuels sur le monde vivant », qui a à voir avec la brevetabilité du vivant, justement. Donc, merci d'être venu nous éclairer sur ces questions si importantes. Bien, après ces deux exposés de biologie, ça va être un peu quand même difficile de revenir au droit. Voilà. Donc, le sujet qui m'avait été proposé était de vous parler des rapports qu'il peut y avoir entre artificialisation de la nature et droit du vivant. Alors, je trouve que les mots même de ce titre posent pas mal de difficultés. Bon, dans le temps imparti, je ne vais pas pouvoir faire de la dentelle et je vais essayer d'aller très vite sur cette question, mais elle est quand même, elle s'impose dès le départ. Artificialisation, c'est assez simple. C'est le résultat des artefacts que les hommes relâchent et qui atteignent donc les milieux, l'eau, la terre, l'air, et s'y transforment. Ils interagissent entre eux et ils modifient les milieux. En dehors de nous. C'est-à-dire, nous, on a mis l'artefact et puis après, tout ça, ça se débrouille. Ensuite, la nature, ça, c'est un mot piège que je n'utilise quasiment jamais et uniquement par commodité de langage. Parce que pour moi, si la nature était ce qui est intouché par l'homme, ça n'existe plus depuis belle lurette. Et j'ai toujours adhéré au concept de techno-nature qui avait été proposé par Philippe Croqueplot il y a longtemps déjà. C'est-à-dire, il n'y a plus d'atmosphère, mais une techno-atmosphère qui comprend tout ce qu'on a mis dedans, d'ailleurs volontairement ou involontairement. En fait, nos objets nous quittent, ils se transforment à leur gré. Par exemple, vous savez que le DDT est interdit depuis longtemps, parfois d'ailleurs peut-être à tort, certains le disent, mais on n'en a plus dans notre environnement, mais on a tous ces métabolites qui sont apparus au fil du temps. Ce que je vois donc au titre de la nature, ce sont des organismes et des écosystèmes qui réagissent selon leurs propres lois aux artefacts que nous introduisons. Et d'une certaine manière, je vois la nature plutôt sous la forme de ce qu'on appelait, on n'utilise plus beaucoup cette expression, les lois de la nature. Couper un tronc d'arbre pourra provoquer sa mort ou des rejets. Dans le très beau livre de Peter Wohlleben, il interprète ça comme une stratégie collective des arbres pour se soutenir et se faire vivre les uns les autres. La radioactivité de la zone interdite de Tchernobyl va diminuer au fil des millénaires, mais elle va créer de nouveaux spécimens. Les rats ont changé, les écureuils ont changé, etc. Les fourmis ailées sortiront de terre à une heure précise, au moment où les chauves-souris s'endorment, c'est ce que nous dit Eduardo Kohn dans son livre « Comment pensent les forêts ». Alors ces régularités internes que peuvent observer aussi bien les forestiers, les physiciens ou les Amérindiens, pour moi, c'est ça la nature, c'est l'autonomie des interactions à tout ce qu'on leur propose et nos propres autonomies, puisqu'on fait partie évidemment du système de relations. Alors, plus compliqué, c'est le vivant, parce que j'ai l'impression, mais je ne connais pas toutes les langues évidemment,
que c'est un mot en tant que substantif qui est assez propre au français. Les Anglais utilisent généralement matière vivante, monde vivant, les organismes vivants, etc. En Allemagne aussi. L'expression la plus courante aujourd'hui, c'est matière vivante. Quand le français dit vivant, le vivant en tant que substantif, il joue à la fois sur un terme très scientifique proposé par François Jacob en 1970. Donc François Jacob, il travaillait au niveau cellulaire, entre autres sur les bactéries lysogènes dont on a parlé tout à l'heure. Lorsqu'un fragment viral travaille avec une bactérie, jusqu'à la tuer d'ailleurs, ou l'inverse. D'un autre côté, donc lui, il travaillait sur un niveau où il n'y a plus d'éléphants, il y a un ensemble des génomes, et il y a une certaine dédifférenciation du vivant qui se crée à ce niveau-là, même si évidemment tous les génomes sont différents, espèce par espèce, et d'ailleurs individu par individu. À l'autre extrémité, on a vu apparaître à la même époque le concept de biodiversité. Une biodiversité en danger. Et dans le droit international, lorsqu'on a institué la biodiversité comme objet de protection, on en a fait un sujet de préoccupation pour l'humanité. Vous voyez comme les choses sont dites. Donc, alors que seules les personnes physiques et morales sont sujets de droit, cet instrument introduit, avec d'autres d'ailleurs, l'humanité, mais pas en tant que sujet de droit, c'est un sujet en émergence, mais pas plus. Et il introduit les peuples autochtones, et là, tout d'un coup, on voit arriver des traditions fondées sur les ressources biologiques, c'est dit comme ça, et les savoirs particuliers et les liens spéciaux qu'ils entretiennent, que les peuples autochtones entretiennent avec les autres vivants, on dira après les non-humains. Et un peu plus tard, l'accord de Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa en 1998 insiste sur le lien particulier que chaque individu, chaque clan entretient avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière. Donc maintenant qu'on a compris que le vivant jouait comme ça sur une ambiguïté entre quelque chose de très scientifique et quelque chose de relationnel, de symbolique, et avec une certaine émotion à la clé, on peut s'interroger sur ce que c'est que, sur ce que j'appelle, mais maintenant l'expression est relativement souvent utilisé, droit du vivant. Et je vais vous proposer une perspective déjà historique, en fait, sur la manière dont on passe du droit du vivant à ce que moi j'appelle désormais l'animisme juridique. Et donc, je ne me contente plus de dire il y a telle et telle entité qui est sujet de droit, je dis maintenant que le droit est mu par un mouvement qui le porte à un certain animisme juridique, même si, évidemment, c'est le tout début. Donc, on va faire ça en 3 étapes, qui sont en quelque sorte des étapes historiques de l'évolution des concepts utilisés. Le premier moteur de la construction du droit du vivant, qui est une nouvelle branche du droit, un peu comme autrefois on a créé le droit du travail ou le droit de la consommation, c'est la technique. Il faut résoudre des problèmes. On vient de vous dire, ben voilà, on commence à manipuler des embryons, il va falloir se réunir, penser, savoir ce qu'on va en faire. Donc la technique oblige
à résoudre juridiquement ou pas une question que pose la technique. L'autre moteur, c'est l'inquiétude pour la biodiversité. On l'a vu peut-être plus le premier jour que hier ou aujourd'hui, encore que hier, si. Il y a une véritable inquiétude du fait de la diminution très rapide de la biodiversité. Et il faut quand même constater que malgré tout cela, on ne sort pas de tout cela une catégorie juridique qui serait utile pour penser, parce que le droit ne pense pas sans catégorie. Or, le vivant, pour l'instant, n'a pas réussi à devenir une catégorie. Et une catégorie qui pourrait conduire à un droit fondamental qui serait, lequel je ne sais pas, qui serait applicable à tout le vivant et pas spécifique pour le vivant humain, le vivant animal, le vivant végétal, etc. Alors, absence de tout droit fondamental propre au vivant dans son ensemble, et ça se comprend assez bien d'ailleurs, parce que qu'est-ce que vous allez trouver commun entre une bactérie et l'être humain, du point de vue juridique? Pas grand-chose. Si on pouvait se débarrasser des moustiques, beaucoup de gens seraient contents. Moi, par exemple, parce que je vis dans une région infestée par les moustiques tigres. Donc, pas de droit fondamental commun, et pourtant, il y a tout de même deux choses qui posent problème, et qui posent problème, me semble-t-il, à tout le vivant. Est-ce qu'il faudrait protéger le code génétique, les fameux AGTC, on en a vu tout plein sur l'écran tout à l'heure. Tous les organismes vivants sont faits avec ces mêmes bases. Or, aujourd'hui, la xénobiologie s'est donné pour objectif d'ajouter des lettres ou de retrancher des lettres à cet alphabet, de modifier non pas l'ordre de l'alphabet, comme ce que fait le vivant tous les jours et ce qu'on fait quand on intervient sur le vivant, mais les briques constitutives du vivant lui-même. On aurait pu penser à quelque chose comme ça, mais j'avoue que personne n'y a pensé. Personne n'a songé à constitutionnaliser en quelque sorte AGTC. Alors, deuxième point, par exemple, dans les arguments qui sont donnés en faveur de CRISPR-Cas, c'est la vitesse, la rapidité de transformation des organismes vivants avec cette technique. Au fond, est-ce que la vitesse est un objectif ? La théorie de l'évolution nous apprend qu'il y a des sauts, il y a des choses très rapides, et puis globalement, sauf pour les préhistoriens qui raisonnent sur des très très longues périodes et pour lesquelles la notion de rythme devient extrêmement différente de celle qu'on peut avoir nous, au fond, l'évolution nous entraîne à une certaine retenue et à une certaine lenteur. Un certain nombre de spécialistes de l'évolution, je les entendais dire, moi je ne suis pas du tout opposé aux organismes génétiquement modifiés, au fond, pourquoi pas, ça met de la diversité génétique, etc. Mais ça va trop vite. Donc, est-ce qu'il y a des pistes comme ça? Je ne dis pas que ces deux pistes sont les bonnes, mais la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a des pistes qui seraient finalement communes à tout le vivant? Je commence à penser que oui, alors que dans un article que j'ai écrit il y a 2 ans, mais qui n'est pas encore paru, j'avais dit que ça me paraissait assez loufoque. Maintenant, je commence un peu à penser que ce n'était pas si loufoque que ça. Alors, après avoir pensé le droit du vivant, un certain nombre de juristes, dont je fais partie, se sont inquiétés de l'échec des protections de la diversité biologique. François Host vous en a dit un mot.
tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne gagne pas souvent. Quand on est du côté de la protection de la nature, on perd quand même la quasi-totalité de ces procès, une grande partie. Alors, j'avais été interrogée en 87, donc vous voyez que c'est loin, par la commission de ce qui était à l'époque la Commission économique européenne, maintenant Commission, pour commencer à préparer ce qui deviendrait la Convention de Rio 5 ans plus tard. Et on m'avait demandé juridiquement, la biodiversité, c'est quoi? Ça n'existait pas, c'est tout. Juridiquement, à l'époque, ça n'existait pas. On avait des tas d'autres choses, on avait la protection de certains milieux, on avait protection de certaines espèces, etc. Mais biodiversité, ça n'existait pas. Donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on fait sur le plan juridique pour inscrire la biodiversité en tant que catégorie, etc. Et à l'époque, j'ai fait le constat que dans tous les procès opposant les intérêts humains à la protection de l'environnement, quel que soit le caractère bien fait du texte qui était mis en œuvre, comme je vous le mets là, c'est toujours le crapaud qui perd. Par une jurisprudence qui s'appelle jurisprudence coûts-bénéfices, risques-avantages, et qui fait que il y a toujours, quand on se dispute entre crapauds et humains, ça veut dire qu'il y a un intérêt humain à la clé et que finalement le Conseil d'État, le ci, le ça, fait jouer d'abord les intérêts humains et au mieux le crapaud va être déplacé, mais il va être déplacé dans un endroit qui lui plaît peut-être pas. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc ça c'était la première période en quelque sorte où j'en ai conclu. Après avoir été très inspiré par René Passé dans son livre L'économique et le vivant, où il disait qu'il fallait renverser le raisonnement économique complètement, il fallait en quelque sorte le mettre cul par-dessus tête. Et je m'étais dit, au fond, ce n'est pas tellement les règles juridiques qui font défaut, bien sûr elles font défaut, mais ce n'est pas tellement les règles juridiques qui font défaut, c'est la nature de l'affrontement. C'est que dans le cadre du procès, toujours le crapaud perd. Et j'en avais déduit que si on voulait changer, même très difficilement, les règles du jeu de l'affrontement, il fallait faire des crapauds des sujets de droit. Alors évidemment, pas seulement des crapauds, j'aime les crapauds, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, mais c'est tous les écosystèmes, et c'est même les moustiques, mes ennemis, ils devraient tous être sujets. Alors, j'avais publié ça en 88 et François Host, effectivement, a fait une critique gentille, lui. D'autres l'ont faite moins gentiment. Je pense à Luc Ferry qui m'a classé dans les Khmers verts. Donc, j'avais proposé cette notion de sujet de droit. Après quelques autres, mais qui étaient restés beaucoup sur l'animal. Au fond, ça n'est pas si dérangeant que ça, parce que la catégorie de sujet en droit, elle est stable, elle existe dans les systèmes juridiques, dans les systèmes juridicisés, disons, elle est stable. Par contre, son contenu change. Pendant des millénaires, beaucoup d'humains n'ont pas été sujets. Maintenant, heureusement, tous les êtres humains sont sujets de droit, enfin toutes les personnes physiques sont sujets de droit, et l'insertion des personnes morales dans les sujets de droit, elle est très récente, elle date du 19e siècle. Donc, en 1909, un grand juriste français a dit « mais c'est une notion purement technique », ce que vous a dit François Host ce matin, c'est une notion purement technique, on peut y mettre ce qu'on veut, et lui proposait d'y mettre les générations futures, les fœtus, les animaux, les morts, j'oubliais quelques autres. Donc vous voyez, 1909, c'est pas tout à fait récent.
Et le raisonnement de De Moog à l'époque est un raisonnement qu'on peut tenir encore aujourd'hui, mot pour mot. On y rajoutera les écosystèmes, et je suis sûre qu'il n'aurait pas été opposé à ça. Alors, progressivement, il fallait donner du contenu à ce qui n'était à ce moment-là, en 88, qu'une hypothèse purement logique. Je disais, on ne s'en tirera pas autrement, mais je n'avais pas d'exemple du tout. J'avais, je crois, un exemple suisse d'arrêté de protection de biotopes, des choses comme ça, mais totalement marginales. Donc j'ai laissé tomber parce que ma proposition était tombée quand même dans un froid silence, quelques critiques amicales et non moins amicales, et je suis passée à autre chose. Et je n'ai repris la question qu'en 2011, en me rendant compte que j'avais accumulé depuis des années des tas d'exemples qui me permettaient, alors pas du tout les exemples dont François Host a parlé avec la Nouvelle-Zélande, etc., mais des exemples tout à fait de droit français, européen, qui donnaient un certain nombre de droits, que ce soit aux animaux, aux écosystèmes, etc., sans le dire, mais c'est dans la motivation, soit des textes, dans un certain nombre de cas, quand vous prenez le fait que les porcs doivent entendre grogner leurs voisins, parce que sinon on ne satisfait pas leurs besoins essentiels, qu'on ne satisfait toujours pas aujourd'hui, c'est une autre paire de manches, mais dans le texte, le porc a le droit d'entendre grogner ses voisins. C'est une modification considérable et qui n'est pas cohérente avec le fait d'en faire un pur objet de droit. Donc on a vu apparaître la dignité de la créature en Suisse, qui empêche un certain nombre de manipulations génétiques, et on a vu apparaître des tas de décisions de justice dont la motivation est relativement impressionnante. Par exemple, j'avais donné l'exemple d'une éléphante qui était maltraitée dans un cirque. Alors, il a fallu, le droit à ces contraintes, il a fallu la saisir comme un objet, mais on n'a pas d'endroit où la mettre. Normalement, on met ça au greffe, ce qu'on saisit. On ne peut pas mettre l'éléphante au greffe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a remise là où elle devait être. Et le juge dit, c'est important parce qu'elle ne sort du camion que pour aller à la ménagerie. Ses conditions de vie sont inadéquates à son épanouissement et peuvent entraîner des troubles du comportement. Donc là, on est vraiment dans l'expression d'une subjectivité peut-être imaginaire, mais, moi je crois que non, mais peut-être imaginaire, mais le juge la ressent comme telle. Il voit des troubles du comportement, il voit un épanouissement, etc. Autre exemple, dans un domaine tout à fait différent, l'Union européenne condamne la France pour n'avoir pas géré convenablement l'ouverture d'une carrière dans une zone où il y a un couple d'aigles de Bonelli, et dit la Commission dans son argumentation, le couple va subir des troubles visuels et auditifs causés par le bruit de la carrière. Donc, j'en ai déduit qu'il y avait subrepticement une sorte de droit des bêtes au calme qu'on a retrouvé dans d'autres décisions de la même Cour européenne de justice concernant les ours espagnols qui allaient être gênés par une route en construction, ou le grand tétras qui va être gêné pour appeler sa femelle, il faut qu'il chante d'une certaine façon, et si on met telle ou telle activité, son chant va plus très bien passer, et donc la femelle ne va plus venir. Donc voilà, il y a comme ça une tendance du juge
à rentrer dans la subjectivité des animaux via évidemment notre mode de pensée, qui est un mode de pensée scientifique, puisque ce sont les éthologues, les écologues, etc., qui nous disent tout ça du grand tétras, de l'ours et de l'aigle de Bonelli. Alors, on a construit comme ça, en fait, ce que j'ai appelé un partage du territoire entre humains et non-humains, parce que si vous regardez simplement votre plan local d'urbanisme, document administratif, vous voyez que vous avez des cartes qui se superposent et qui sont les cartes du monde humain et les cartes du monde animal, où l'activité humaine va devoir subir un certain nombre d'aménagements pour que les hérissons, les crapauds, encore, il y a des tunnels à crapauds de plus en plus, il y a, etc., pour que tout ce petit monde puisse vivre, chanter, s'appeler, se battre, etc. Donc, en fait, on change le système, mais on ne passe pas par la catégorie sujet de droit, mais on subjectivise les motivations. Alors, j'ai franchi la troisième étape dans un livre d'entretien avec Francis Chateau-Renaud, où j'essaye de lui expliquer que tout ça est devenu un véritable système et qu'on est maintenant dans un animisme juridique, c'est-à-dire véritablement la reconnaissance du fait que le système juridique dans son ensemble est en train de se fendiller et de bouger. Alors, l'animisme juridique aujourd'hui, il me semble qu'il emprunte trois chemins, avec un ancrage dans l'autochtonie, un ancrage dans d'autres formes religieuses, mais non monothéistes, spiritualité nouvelle, etc., et un ancrage qui privilégie certaines sciences par rapport à d'autres. Alors, je vais passer très vite sur l'ancrage dans l'autochtonie, parce que François Host en a beaucoup parlé. Il y a eu aussi un arrêt intéressant de la Cour constitutionnelle de Colombie qui a ordonné au gouvernement de nommer un gardien de la rivière. Ça passe toujours par nommer un gardien. Nommer un gardien de la rivière, et il doit agir contre une mine illégale qui utilise des substances toxiques, etc. La rivière est sujet de droit et ça impose un certain nombre d'obligations à son représentant légal. Donc, sur la Déclaration des droits de la terre-mer, on vous en a parlé, sur la Nouvelle-Zélande et la rivière Wanganui, on vous en a parlé, avec un certain nombre de... Moi, j'ai trouvé que quand même, là, la rivière sujet apparaissait très fort. Je suis la rivière et la rivière, c'est moi. Hein, ça, c'est ce que disent les autochtones. Ou cette idée intéressante du fait que Tepu Tupua représentera Te Awa Tupua en tant que personne juridique, c'est-à-dire sera le visage humain, c'est ce qui est dit dans le texte, sera le visage humain de la rivière. Donc on voit bien que, quelle que soit l'évidence pour certains de la subjectivité de la rivière, il faut passer à un moment dans les institutions humaines par un visage humain. C'est pour ça que j'avoue que le reproche qu'on fait d'obliger les autochtones à passer par le droit, je crois qu'ils ont très bien compris eux-mêmes qu'ils pouvaient continuer à penser comme ils voulaient, mais que pour se faire comprendre d'un certain nombre de gens, il fallait passer par le droit, et pour avoir des outils efficaces, il fallait passer par le droit, donc des représentations, etc. Le deuxième chemin, qui est peut-être un peu différent, parce qu'il y a moins de profondeur historique pour appuyer la revendication, c'est
ce que j'ai appelé les droits à consonance religieuse. Donc, c'est la haute cour d'Inde dont on vous a parlé. Je trouve que ce qu'elle dit sur les glaciers Gantori et Yamunotri sont assez intéressants, et le système qu'elle choisit d'utiliser est assez intéressant. Elle se réfère à une institution de la common law qui s'appelle Parens Patriae, et qui, en tant que responsable de la patrie, le juge dit, avant c'était la couronne qui faisait ça, aujourd'hui il n'y a plus de couronne, mais il y a le peuple, et c'est au peuple en quelque sorte de prendre le relais de la couronne. Alors là, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette décision de justice, mais on pourra y revenir si vous voulez. Je voudrais passer aux droits occidentaux qui me semblent créer un animisme à base scientifique dans un état de controverse entre différentes sciences aujourd'hui. Alors, j'avais lancé cette histoire d'animisme un peu comme ça, Raphaël Larère, dans le petit livre qui vous a été indiqué tout à l'heure, me dit ce que tu dis là, c'est pas du tout sérieux par rapport à ce que dit Philippe Descola, etc. Alors bon, j'ai repris les travaux de Philippe et j'ai essayé de voir effectivement, d'après ces catégories à lui. Alors il y en a une que j'ai mal comprise, c'est l'analogisme, donc je ne vais pas rester dessus. Les autres, je crois les avoir à peu près comprises. Donc, comment à partir des catégories de Philippe, fonctionne le droit occidental, entre autres celui dont j'ai parlé, les aigles de Bonelli et tout ce genre de choses. Il me semble que je vais passer directement aux déterminants physiques. Il y a des déterminants physiques de base, observables, etc. On est dans le naturalisme. Il constitue une réalité qu'on trouve toujours objective, on est dans le naturalisme. Mais la nature n'est plus du tout extérieure à l'homme. Alors, c'est dit dans la loi française sur la biodiversité. Je ne suis pas sûre de retrouver si... voilà ce que dit Catherine Gaillard, qui était rapporteure du texte à l'Assemblée nationale. Et elle lâche tout d'un coup, nous ne sommes après tout qu'une espèce parmi d'autres, l'espèce humaine est incluse dans les êtres vivants, donc il y a maintenant l'espèce humaine, si l'on veut, dans la notion d'être vivant, dans le code de l'environnement. Donc l'homme est passé dans le code de l'environnement, non plus comme quelqu'un à protéger, à surveiller, comme il était jusque-là, mais parmi les êtres vivants qui sont... mais c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, et Ségolène Royal évoque la biodiversité comme notre unique potentiel d'évolution, donc potentiel d'évolution, dont l'érosion met en danger notre propre avenir, et elle cite Philippe, évoquant le vivant comme ce qui relie et constitue les humains comme expression multiple d'un ensemble qui les dépasse. Donc, tu es dans le journal officiel, par la voix de Ségolène Royal. Donc maintenant on est dedans, donc là on sort du naturalisme classique, et si toutes les intériorités ne sont pas semblables, c'est-à-dire les éléphants ne sont pas des humains, donc ça c'est par rapport à certaines visions des non-humains, c'est peut-être un reste de naturalisme, mais toutes ces intériorités ont suffisamment de bases communes pour que tous ces êtres soient sujets de droit. Et en plus, je dirais, plutôt que toutefois d'ailleurs, chaque groupe de vivants peut être défendu par des humains attitrés, ce qui rejoindrait une forme de totémisme. C'est-à-dire, vous avez des avocats
des gorilles qui ne sont pas les mêmes que les avocats des orang-outans, qui ne sont pas les mêmes que les avocats du colibri, ou, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont se spécialiser. Oui. Donc, à partir de là, est-ce que j'ai des droits opposables au désir technologique ? Jusqu'à maintenant, les objets techniques, de plus en plus, sont régulés, disons, en fonction d'une analyse risque-avantage. Donc on évalue les risques, les avantages, et on voit ce qu'il faut faire. Jamais on n'a pensé à se dire on fait des refus au cas par cas. Alors, comment pourrait-on avoir un raisonnement animiste à propos de la sélection de variétés végétales qui est aujourd'hui faite, entre autres, avec des techniques alors un peu différentes de celles qui vous ont été exposées tout à l'heure, mais qui sont des techniques du même ordre, et je pense particulièrement à ce qu'on appelle les nouvelles techniques de biotechnologie. Pendant très longtemps, la sélection végétale s'est faite en choisissant des individus, et on continue de le faire de manière beaucoup plus rationnelle aujourd'hui avec ce qu'on appelle le phénotypage à haut débit. Donc on le fait avec beaucoup plus d'individus, en connaissant les génotypes, les relations entre génotype et phénotype, mais on choisit tout simplement, on n'intervient pas. On fait des appariements depuis toujours. On marie tel mâle avec telle femelle, etc. Ça, on le fait toujours. Il n'y a pas d'artefact, mais il y a un forçage. Alors, comment peut-on essayer d'évaluer les nouvelles technologies qui font de la chirurgie du génome, en règle générale, à partir de quelles notions animistes, je dirais, pourrait-on les évaluer ? L'autonomie, d'une part, l'autonomie de l'être qu'on va travailler, et le bien-être de cet être. Et je vais vous donner simplement 2 exemples. Non, je crois qu'il va falloir, franchement, oui, c'est tout, c'est ma conclusion. Je pense qu'il faut conclure maintenant. Je vais inviter les autres conférenciers à venir ici. If you want to come, Cathy. C'est ma conclusion. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je vous disais, c'est qu'on peut évaluer une technique par le biais de l'autonomie qu'elle laisse à l'espèce dans laquelle elle intervient. Donc, quand vous choisissez, etc., l'espèce continue de se développer normalement. Et on peut l'évaluer en termes de bien-être. Et par exemple, lorsque on fait une transgénèse qui permet à certaines plantes de résister à tel ou tel insecte qui la dévore, d'un côté, on bride son autonomie, mais de l'autre côté, on augmente son bien-être, au moins à court terme. Je ne dis pas forcément sur le long terme, c'est autre chose. Donc vous voyez qu'il pourrait y avoir une façon... Alors, c'est totalement imaginaire, et là, pour le coup, je ne fais pas de prédiction pour dire que ça va arriver. Je ne le pense pas. Mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a essayé de nous faire entendre l'exposé sur CRISPR comme procédé naturel qui rejoint par des techniques tout à fait nouvelles des modes de sélection tout à fait traditionnels. Merci beaucoup, Madame Hermite.